On va maintenant aller un petit peu plus loin dans notre découverte des tableaux en regardant comment on peut parcourir tous les éléments d'un tableau. On verra que bien c'est relativement simple lorsqu'on a un tableau à une dimension, mais on a également des tableaux à plusieurs dimensions et on va voir comment on fait pour accéder à tous les éléments de ce tableau. On va aussi voir comment on peut passer des tableaux en arguments et puis retourner des tableaux à partir de fonctions. Les tableaux ne sont pas limités à une seule dimension, hein. Si on le souhaite, on peut avoir des tableaux à deux dimensions. Alors on a ici un exemple typique d'un tel tableau. Pour la déclaration, eh bien, on utilisera ici, pour dire qu'on a un tableau à deux dimensions, deux paires de crochets. Donc on va avoir ici array qui sera un tableau bidimensionnel d'entiers. Vu qu'on a deux dimensions, eh bien ici, on va utiliser de nouveau le mot-clé new avec le type qu'on reprend, et là on va donner eh bien, les tailles des deux dimensions qu'on souhaite avoir. Ici on va avoir un tableau de deux lignes et de trois colonnes. Lorsqu'on va vouloir ensuite assigner à la position 0, 0 le chiffre 3, eh bien, on va se retrouver à cet endroit-là. Si ensuite on souhaite assigner un autre élément, eh bien là on a la coordonnée 1 qui va nous donner la ligne, donc ça va être cette ligne ici, et la colonne, ça va être cette colonne-là, donc là on va avoir 5 qui va être là. Ça c'est le principe de fonctionnement des tableaux à deux dimensions. On n'est pas limité à deux dimensions en réalité, on peut déclarer des tableaux, ici un exemple à trois dimensions, et un tel tableau à trois dimensions, eh bien, ça marche simplement comme ceci. Si on dit qu'on a un tableau de de trois lignes, trois colonnes et quatre profondeurs. Donc on va avoir quatre tableaux, ici 0, 1, 2, 3, tableaux bidimensionnels qui sont stockés. On peut aussi avoir à 4 dimensions, 5, 6, 7 dimensions sans aucun problème, même si leur usage est un peu moins fréquent. Alors comment on peut comprendre un tableau à deux dimensions? Bien, c'est en réalité assez simple parce qu'un tableau à deux dimensions, c'est un tableau à une dimension dans lequel chacun des éléments de ce tableau à une dimension est lui-même un tableau. Regardons ici un exemple avec un tableau bidimensionnel de char. Ce tableau ici va avoir 5 lignes et 12 colonnes. Donc j'ai dit qu'un tableau à deux dimensions, c'était un tableau à une dimension dans lequel chacun des éléments était un tableau à une dimension également. Donc regardons ici, on a notre variable a qui, lorsqu'on accède à la position 0, eh bien, contient un tableau à une dimension, ici de taille 12. Ici, c'est un tableau de char et on voit qu'à l'intérieur de ce tableau de char, il y a un petit texte, once upon. Donc, on va avoir dans la première ligne de ce texte ici, eh bien, 12 positions pour stocker nos lettres. À l'élément 1 de notre tableau, on va avoir un autre tableau à une dimension de 12 éléments à son tour, qui va constituer eh bien, le contenu de la case A1 si l'on veut. Le langage Java a un très grand avantage parce qu'en fait, il va nous permettre de contrôler dynamiquement les bords. Alors, le dynamique ici signifie à l'exécution. Lorsqu'on va exécuter notre programme, eh bien, la machine virtuelle Java va contrôler qu'on n'essaie pas d'accéder à des positions qui n'existent pas. Alors, regardons un exemple en dessous. Donc, on a un array, un tableau de int, qui a de la place pour mettre 10 éléments. Si on essaie d'accéder l'élément à la position 22, en lui mettant la valeur 34 à l'intérieur, eh bien ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va exécuter notre code, une erreur va apparaître sur la console d'Eclipse qui sera array out of bounds. Ce array out of bounds, on voit le message ici, c'est un message que vous verrez certainement dans les labos qui vont venir. On retrouve ici le message exception, donc quelque chose d'exceptionnel s'est passé dans notre code. Cette chose exceptionnelle, c'est un array index out of bounds exception. Donc
l'indice de notre tableau est en dehors des bornes, voilà ce que ça signifie. Et là, on a un petit message qui nous dit l'indice 22 n'est pas dans la taille 10 du tableau. Et ensuite, on a eh bien, le nom du fichier où le problème s'est passé dans arrayDemoInClass.java, avec ici le 2.12 signifie que l'erreur trouve son origine à la ligne 12 de notre programme. Donc, ce type d'erreur arrive très souvent lorsqu'on a, par exemple, une boucle dans laquelle on va un peu trop loin ou lorsqu'on essaie d'accéder à des positions dans un tableau qui n'existe pas, par exemple dans un tableau bidimensionnel, si on se trompe entre les lignes et les colonnes. Lorsqu'on a des tableaux, ce qu'on essaye souvent de faire, c'est de parcourir tous les éléments d'un tableau et d'appliquer certaines opérations à chacun des éléments du tableau. Alors si on a un tableau unidimensionnel, comme je l'ai montré dans l'exemple tout à l'heure de code, eh bien on va retrouver une boucle for, comme celle qui se trouve là-haut, dans laquelle on va passer sur tous les éléments. Donc si notre tableau s'appelle foo, on va aller de 0 jusqu'à foo.length, non compris, et faire i++. À l'intérieur de notre boucle, on va faire quelque chose avec l'élément qui se trouve à la position i de notre tableau. Si maintenant on a un tableau bidimensionnel, eh bien on va retrouver cette structure ici de for, qui est la même que dans le tableau unidimensionnel au-dessus. Et pour chacun des éléments de ce tableau unidimensionnel, eh bien on va passer sur chacun des éléments qui se trouvent dans la ligne. Donc ici, on va avoir j qui va aller de 0 jusqu'à foo i.length. Donc jusqu'à la taille en fait, du tableau qui se trouve à la position i du premier indice. Et ensuite, on va faire quelque chose avec l'élément qui se trouve à la position i.j. Ça, c'est vraiment une espèce de recette de cuisine de comment faire pour passer sur tous les éléments d'un tableau de taille n fois m. Si on a un tableau à 3 dimensions, eh bien on répète simplement la même chose, ça se complexifie un petit peu, mais l'idée est la même. On retrouve ici exactement le même code que pour le tableau bidimensionnel, avec une dimension de plus ici, k, qui va prendre toutes les valeurs de 0 jusqu'à la taille de foo ij.length. Et ensuite, on pourra faire quelque chose avec l'élément qui se trouve à la position ijk. Et avec une telle structure, on est sûr de passer sur tous les éléments du tableau tridimensionnel qui se trouve là. Dans l'exemple que j'ai présenté avec les calculs de moyenne, ce que j'avais, c'était mon calcul de moyenne qui était fait directement dans le main. Si on souhaite faire une fonction pour réaliser ce calcul de moyenne, eh bien, ça signifie qu'on va devoir passer un tableau en argument de la fonction. Et puis, j'ai réalisé ici ce code qui fait cette moyenne. Et vous voyez que je passe à la fonction ici un tableau de double. Donc on peut sans problème passer des tableaux en argument des fonctions. Pour pouvoir accéder à chacun des éléments du tableau, ben, il faut connaître sa taille, mais bien entendu, on a cet attribut length qui est disponible, et puis on peut faire sans aucun problème bien, les mêmes opérations à l'intérieur d'une fonction lorsqu'on a un tableau en argument. Bien entendu, une fonction ben, peut prendre un tableau en argument, mais elle peut aussi produire comme valeur de retour un tableau. Et ce que je donne ici, c'est également une recette de cuisine qui nous explique comment faire pour pouvoir retourner un tableau depuis une fonction. Donc on va avoir comme valeur de retour eh bien, le type du tableau que l'on souhaite, avec ensuite le nom de la méthode que l'on veut donner, les paramètres qui sont 0, 1, 2, 3, etc. paramètres. Et puis ce qu'on fait en général, c'est qu'on définit dans notre fonction une variable, ici nommée temp, qui va être du type de la valeur de retour qu'on veut, en disant que c'est un tableau. On va créer le tableau à l'intérieur de notre fonction, on va remplir ensuite le tableau avec les valeurs que l'on souhaite et retourner le tableau ici directement en écrivant return temp. Et c'est souvent là que le problème survient au début, c'est qu'on essaie de retourner temp comme ça, et ça c'est pas la syntaxe qui est juste, hein. Il faut retourner temp simplement. J'ai écrit ici en dessous un exemple de code que je vous propose maintenant d'étudier avant de répondre à une petite question.
Pour terminer, je vais vous expliquer un danger qui existe avec les tableaux lorsqu'on essaye d'utiliser l'assignation non pas avec les éléments mais avec le tableau lui-même directement. Alors un objet tableau est ce qu'on appelle une référence. Une référence, ça signifie qu'en fait, le nom du tableau, c'est simplement le nom du tiroir dans la mémoire, mais ce n'est pas le tiroir lui-même. Ce qui fait qu'en réalité, l'opérateur égal d'assignation ne fait que assigner un nom vers un autre nom. On ne crée pas un nouveau tiroir avec ça, on ne copie pas le contenu du tiroir. Lorsqu'on a A et B qui sont dites deux tableaux, lorsqu'on écrit A égale B, ça signifie que A va référencer le même tiroir que B, sans changer ce qu'il y avait dans l'ancienne valeur de A. Alors je vais faire un exemple maintenant pour pouvoir montrer concrètement ce que ça a comme implication dans notre code. Donc ici j'ai deux tableaux A et B. Ces tableaux A et B sont des tableaux d'entiers qui contiennent respectivement les valeurs 1, 2, 3 et les valeurs 4, 5, 6. Si je le souhaite, j'ai écrit une petite fonction là-haut qui s'appelle displayArray qui va recevoir comme argument un tableau d'entiers qui s'appelle array localement. Et dans cette fonction, ce que je fais, c'est que je passe sur tous les éléments du tableau jusqu'à l'avant-dernier. J'affiche l'élément du tableau, je rajoute la virgule, et puis pour le dernier élément, eh bien, j'affiche l'élément, et puis je fais un retour à la ligne sans afficher la virgule. Donc grâce à cette fonction, je peux afficher un tableau. Donc je vais ici afficher mon tableau A, puis afficher mon tableau B. Quand je vais exécuter mon code, eh bien, je vais afficher le contenu des deux tableaux. Très bien. Si maintenant, j'essaye de faire la chose suivante. Je dis, eh bien, dans A, j'assigne B. Imaginons maintenant que je change ce qu'il y a à la position 0 dans A. Eh bien, comme en fait A est une référence, ce qui va se passer, c'est que là, on ne va pas mettre dans A tous les éléments de B, mais simplement A va simplement pointer sur les mêmes éléments que ce qu'il y a dans B. Donc ça va également changer le contenu de B. En réalité, quand on a fait ça, on a simplement défini que A référençait le même emplacement mémoire que B. Et en fait, avec ça, eh bien, on va changer également B. La preuve, c'est que si maintenant je réaffiche mes tableaux après avoir fait ce code, eh bien regardez ce qui se passe. Là, mon tableau A et mon tableau B ont le même contenu, même si ici j'ai changé que A, ça a également changé ce qu'il y avait dans B parce que ça référence le même emplacement mémoire. Donc ça, c'est une difficulté qui vient du fait que A et B sont en réalité des références. Alors comment faire pour réaliser une vraie copie? On a vu que l'égalité, eh bien, ça ne faisait pas toujours ce qu'on voulait. Pour réaliser une vraie copie, ce qu'il faut faire, c'est copier tous les éléments un à un avec une ou plusieurs boucles en fonction du nombre de dimensions de notre tableau. De la même manière, le symbole égal avec un tableau, et pour les mêmes raisons, eh bien, on ne peut pas utiliser le égal directement. Alors, j'ai ici un exemple, on a un premier tableau A, un deuxième tableau B, qui ont l'air de contenir les mêmes valeurs, mais si j'essaye de mettre dans un boolean C le résultat de cette comparaison, eh bien ici, dans C, j'aurai false, parce que ce n'est pas le même tableau, ce n'est pas la même référence de tableau, même si les contenus sont pareils. Pour vérifier si les contenus sont les mêmes, eh bien, il faut faire une vérification élément par élément avec une boucle. En conclusion de ce chapitre sur les structures de données, eh bien, on a vu deux types de structures de données qui sont extrêmement utilisées en programmation, peu importe le langage.
à savoir les types énumérés qu'on avait introduits avec le enum et les tableaux qui sont extrêmement basés sur l'utilisation de cette notation avec les crochets. Et on va voir dans les laboratoires et dans les exercices comment on peut les utiliser concrètement dans des programmes et vous serez vite convaincu de l'utilité de tout ça. Merci.